nous entendez? Oui? Oui? Bon. Donc bienvenue, ravie de vous retrouver ici donc pour cette table ronde. Alors c'est un petit peu étrange parce que au niveau du son, il n'y a pas de retour, enfin, c'est très étrange. Mais tout va bien. Non. Donc voilà, donc je vous présente les personnes de cette table ronde qui a pour thème donc territoire. En fait, c'est les territoires de la réparation. Oui. C'est ça, c'est pas juste réparation. Non. C'est vraiment les territoires de la réparation. Parce que comme il y avait eu, il y a eu plusieurs documents avec des façons différentes. Donc voilà. Donc à ma droite, Estefania Peñafiel, Loaiza, artiste. Alexia Fabre, qui est la commissaire de l'exposition qui a décidé justement de ce thème et qui a fait la sélection des artistes. Mais également, depuis peu, Alexia est directrice déléguée du Centre Pompidou francilien qui va ouvrir en octobre prochain. Oui, c'est ça. Et puis après au mois de mars. Octobre prochain et après mars. On va en parler. Et qui a également été directrice de l'ENSBA et je pense que je cite juste commissaire de la Biennale de Lyon 2024 parce qu'on pourra faire justement un lien, il y a une cohérence en fait avec la thématique aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, Julie Gandini. Qui est responsable du Fonds d'art contemporain Collection Paris, qui est une collection parisienne, en tout cas, publique de la ville de Paris, qu'on connaît finalement très peu, et qui a justement amène aujourd'hui un nouveau regard sur cette collection, qui est en lien avec la réparation. Et enfin, Georges Mehdi-Laloux, artiste, mais également... Mehdi Georges. Pardon, mais non, mais c'est... Mehdi Georges Laloux. D'accord. Donc, Mehdi Georges Laloux, artiste, mais également metteur en scène. Voilà. Donc voilà, donc le thème, les territoires de la réparation. J'ai évoqué la Biennale de Lyon 2024 puisque c'est un petit peu le point de départ ou le prolongement et cette exposition, en tout cas cette sélection aujourd'hui. Donc Alexia. Merci Stéphanie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Ils entendent. Très bien. Très bien, vous nous faites signe parce que comme on est un peu loin, moi j'aurais bien aimé qu'on descende vers vous. Je trouve que c'est un peu ce qu'on se disait, un peu surplombant quand même. C'était pas l'idée ni du sujet, voilà, ni des relations. Merci Stéphanie. Donc ce sujet de la réparation, et finalement on l'a un peu réparé en le mettant au pluriel avec les territoires de la réparation. C'est un sujet que nous avons décidé avec Guillaume Piens, le directeur de Art Paris. Et c'est un sujet qui nous a plutôt choisi que nous l'avons choisi. Voilà, c'est pas un sujet qui m'est propre, je ne l'ai pas inventé, mais on a eu l'impression que c'était un sujet qui émanait de la société aujourd'hui. Et surtout, et ce qui nous rassemble, qui transpire, qui arrive de beaucoup de travaux de très nombreux artistes. Néanmoins, je tiens à le dire quand même en introduction, ça n'est qu'une façon d'éclairer le travail des artistes, que ce soit Estefania, que ce soit Mehdi Georges ou les autres de cette sélection. C'est un éclairage, mais toutes ces œuvres et tous ces artistes, voilà, sont polysémiques et on peut y voir beaucoup d'autres choses. Mais ce qui nous intéressait, c'est que c'est un sujet qui est très vaste. Moi, je l'appelle un mot territoire. On pourrait même dire des fois un mot valise, parce qu'en fait, c'est un sujet à interpréter. Et je sais qu'on n'a pas tout à fait le même point de vue avec Mehdi Georges, donc ça, c'est très très bien. On en a discuté l'autre soir. Donc tu nous diras. Et j'aime cette idée d'un sujet un peu vague, un peu vaste, mais qui permet à chacune et chacun de l'interpréter comme des musiciens, des interprètes interprètent une partition. Alors vous le disiez, moi c'est un sujet qui m'est apparu
Après, pendant la Biennale de Lyon, dont je me suis occupée il y a presque 2 ans maintenant, et la Biennale de Lyon était consacrée au sujet des relations, de l'attention à l'autre, des relations entre les êtres et leur environnement aussi. Et la question du soin, qui est apparue aussi par la localisation d'une partie de la Biennale à l'Hôtel-Dieu à Lyon, donc ce grand hôpital qui a été complètement réaffecté à d'autres usages, puisque c'est maintenant un centre commercial. Et nous étions plus précisément, et c'est rigolo, à la Cité de la Gastronomie. Voilà, donc un autre type de réparation. Et ce sujet, ce sont les artistes qui l'ont amené, de façon à prolonger ce sujet des relations. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment un sujet qui est arrivé assez naturellement. Alors je parle un peu, puis après ça sera aux autres, mais pour vous dire un petit peu comment aussi au niveau de la société contemporaine, on le lit dans cette façon dont certains pays, dont certaines communautés, dont certains continents relisent aujourd'hui leur passé, font face au passé, justement au présent, et nous engagent et s'engagent à réécrire, à relire, à revisiter en prenant acte, à partir d'un acte qui me semble absolument fondateur, dont on n'avait pas parlé ensemble, ou à peine, c'est le sujet de la reconnaissance. Il ne peut pas y avoir de réparation s'il n'y a pas le préalable de la reconnaissance. C'est ce qu'on appelle dans le monde des musées, je ne sais pas s'il y a des étudiantes en histoire de l'art ici, mais les constats d'état que l'on réalise dans un musée quand une œuvre arrive. Et on la regarde, et Julie le sait bien, à travers plusieurs prismes, plusieurs lumières, plusieurs éclairages, voilà, pour constater ce qui manque, ce qu'il faut réparer, ce qu'il faut restaurer, ce qu'il faut à peine bichonner, ou ce qu'il faut surtout ne pas toucher aussi. Voilà, donc ce constat d'état, c'est le moment de la reconnaissance qui me semble être un moment fondateur. Et puis toujours au niveau de la société, il y a cette dimension de la durabilité qui se pose aujourd'hui à nous. Pourquoi ce besoin de renouveau, de nouveauté, de voilà, cette quête incessante du remplacement. Et en effet, nous sommes tous appelés aujourd'hui à prendre soin des choses. Et ça me permet de parler d'un livre. Mais là, je prends mes lunettes parce que je ne me souviens jamais du nom des auteurs, que je trouve merveilleux, qui s'appelle Le soin des choses et qui parle donc avant tout de réparation. C'est un livre de Jérôme Denis et de David Pointille, qui est un livre très important et très important aussi aujourd'hui dans le monde de l'architecture, m'a-t-on dit. Voilà, donc voilà, ce sont aussi des bases. Et puis voilà, on va parler des artistes peut-être après. Mais alors justement, peut-être que c'est un sujet qui est tellement vaste, les territoires de la réparation. Est-ce qu'on peut peut-être le définir, le circonscrire, essayer de lui donner un petit peu un visage, parce que justement, il y a une vingtaine d'artistes qui sont invités, enfin en tout cas qui sont sélectionnés, et bien évidemment tous ont une approche qui va être un petit peu différente. Complètement différente en effet. Ce que j'aimais dans ce sujet, c'est qu'il permet d'aller d'un monde global qui s'interroge aujourd'hui sur son histoire, sur son présent et bien sûr ce qu'il peut projeter dans le futur. Donc cette sorte d'idée d'une concordance des 3 temps, voilà, qui forcément, quand on est historien de l'art, nous habite tout le temps et qui nous permet d'aller au plus intime, au plus près de la vie des êtres. Et c'est ce que nous confient aussi beaucoup des travaux des artistes et de Stéphania, et ça tu vas nous en parler, et de Mehdi Georges. Voilà, comment à partir des expériences très intimes du monde, parfois douloureuses, parfois familiales, parfois voilà, un peu plus vastes, ces expériences, encore une fois d'une grande intimité que vous nous dévoilez avec, je trouve, une confiance. Moi, je suis toujours très admirative de la façon dont les artistes nous confient des choses qui leur sont très chères. Je ne crois pas que l'on soit dans l'impudeur, mais il y a une sorte d'idée de transmission, de partage d'expériences. Voilà, on le disait tout à l'heure entre nous, c'est aussi pour rendre visible, pour faire savoir et pour faire reconnaître aussi des événements, des moments voilà, dont tout le monde n'a pas connaissance. Donc cette réparation aussi est adressée par les artistes
à ceux qui les regardent, à ceux qui les aiment, à ceux qui les découvrent. Et voilà, on se trouve forcément enrichi à travers leur territoire, de leur réparation, voilà, de sujets qui nous sont confiés. Et voilà, c'est quelque chose moi qui m'émeut beaucoup. Et je trouve que on ne va pas parler de tous les artistes, mais chacun à sa façon, de façon très matérielle, très matérialiste ou symbolique, convoquant des forces de nature très différentes, soit des forces mémorielles, soit des forces collectives, soit des forces sociologiques, mais aussi des forces souvent magiques, de l'ordre d'une foi un peu syncrétique, qui sont très, très intéressantes. Voilà, nous ramène à ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le tréfonds de l'humanité, ce qui nous rassemble. Et j'aimais bien cette idée qu'on pouvait dialoguer aussi avec l'autre sujet qui traverse la foire aujourd'hui, qui est celui du langage et qui est proposé par Loïc Le Gall. Voilà, qu'est-ce qui fait humanité? Le langage fait humanité. Et parfois, c'est aussi le défaut de langage qui peut créer les accidents, les drames et les ressorts de ce qui peut entraîner la réparation. Oui, donc finalement, cette histoire de réparation est en 3 temps. Comme on a pu l'évoquer, il y a aussi 3 temps. Un premier temps d'un avant, un moment où il y a l'individu, que ce soit l'individu ou la société, et un état, un drame, un accident, un drame, un moment qui fait basculer, et la réparation pour pouvoir justement devenir un autre. Mais cette réparation, on ne peut pas effacer cette histoire. Donc, c'est aussi important de ne pas effacer l'histoire. Alors je pense qu'il ne faut surtout pas effacer l'histoire. Un autre livre qui a été essentiel, c'est celui de Laure Murat, Toutes les époques sont dégueulasses, qu'elle a écrit l'année dernière et qui défend l'idée que plutôt que de réécrire ou de faire table rase ou d'effacer l'histoire, il vaut mieux réécrire, recréer, pour remettre en perspective justement les drames, les sujets, ne pas les effacer, et que les effacer serait au contraire la pire offense que l'on pourrait faire aux victimes. Voilà, donc je vous engage à lire ce livre. Je n'ai aucun intérêt, si ce n'est que j'ai trouvé qu'il formulait, qu'il conceptualisait de façon extrêmement claire, très précise et très articulée. Elle enseigne aux États-Unis, en Californie depuis quelques années, mais c'est une autrice française qui a aussi écrit sur Proust, puisque sa famille était liée à celle de Proust. Voilà, ce sujet de la réécriture qui aussi peut nous engager à nous demander si la réparation entraîne ou pas transformation. Je ne sais pas si c'était une de vos questions, Stéphanie. Donc vous connaissez peut-être l'art japonais qui est de souligner les réparations et les failles dans la recomposition d'un objet. Vous savez aussi qu'en restauration d'œuvres d'art, on peut travailler soit de façon illusionniste, en masquant complètement l'intervention, le manque, l'absence, ou au contraire de façon plus déontologique en montrant l'endroit qui est ramené. Et tout à l'heure, je me disais justement que je pense que la réparation est une forme de transformation qui montre justement le passage de l'histoire, l'existence de la blessure. Je pense à cet artiste vietnamien qui est au premier étage, voilà, qui est à la Galerie Bao. Et pardon, je ne vais pas vous dire son nom parce que je ne suis pas très familière de ces noms, mais je vais le retrouver. Voilà, qui fait lui aussi vraiment de chaque blessure, de chaque cicatrice, l'objet même de son travail. Alors certains le révèlent, certains en font le cœur battant de leur œuvre, d'autres, voilà, c'est une approche beaucoup plus discrète. Mais en effet, je pense que la réparation emporte transformation d'un objet, d'un être, d'une histoire, voilà, qui a existé en tant que tel, qui se trouve brisé, cassé, lacunaire, et qui redevient avec une forme de transformation plus ou moins assumée. D'accord, bon, très bien. Je pense que c'est un bon enchaînement pour évoquer justement ton travail, ton approche, Stéphania. Donc, est-ce que vous pouvez... Voilà, super. Est-ce que tu peux juste parler plus fort, même si Ah, d'accord. entendre nous, parce que sinon on t'entend pas du tout. D'accord. Ouais, je suis désolé. Ok. Ouais, merci. Vous entendez bien ?
Vous m'entendez? Oui. Ok, d'accord. Donc, Estefania, je te laisse justement exprimer peut-être évoquer tes problématiques en général. En effet, les deux mots, territoire, des réparations, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et il y a deux projets importants. Peut-être Carmen, le premier, que tu pourrais expliquer et en quoi justement on est à la fois dans l'histoire intime, familiale, mais aussi dans l'histoire avec un grand H. Les deux se superposent et se nourrissent. Merci Stéphanie. Et merci aussi, comme je disais, Alexia, pour l'invitation. Je suis contente de vous revoir aussi. Mais aussi, je suis contente de l'invitation, mais parce que ça m'a plongée à penser aussi la réparation. C'est que je pense qu'elle était latente dans mon travail. Alors, je ne travaille pas comme une thématique, une problématique de la réparation, mais je me rends compte que je commence à la nommer de plus en plus dans les projets que j'ai faits aussi. Et c'est pour ça que ça m'a touché aussi l'effet de parler sur cet angle. Et je me suis dit, bon, comment je vois, et peut-être d'autres artistes aussi les voient de cette façon, comment la réparation se trouve, ou comment elle agit aussi dans mon travail. Et tu avais parlé des transformations, tu avais parlé des blessures. Et j'ai pensé comme un processus, ou en tout cas, ça a été parti dans mon travail comme un processus. Si bien, bon, je viens de l'Équateur et l'effet de venir d'un pays, donc les noms, ça vient d'une ligne imaginaire, donc ça veut dire d'une abstraction. Il n'y a pas d'image, mais il est un existant en tant que pays. Et aussi vient de cette ligne, de ce paramètre qui divise le monde en deux hémisphères. Donc c'est déjà une façon de diviser aussi la Terre, c'est déjà une tranche et ça crée aussi une séparation même si c'est une projection et donc sous cette idée aussi de séparation et bon, ça je ne veux pas parler de ça maintenant, mais c'est vrai que ça façonne mon travail, l'effet aussi de devenir d'un continent, de m'avoir séparé aussi de ces continents. Donc mon travail il est très nourri de mon expérience de migration, de venir d'un continent à l'autre, d'apprendre une langue, de voir les choses autrement parce que il y a justement cette séparation qui s'est faite. Et mon pays aussi, ça vient de son histoire même en tant que territoire parce qu'il y a une grande partie dans laquelle la géopolitique m'intéresse en tant que représentation du monde aussi, les représentations du monde, des continents. Mon pays, ça vient d'une histoire aussi de séparation des territoires. Mais voilà, donc tous ces processus ces processus dont j'appelle qui s'est fait dans la vie, aussi avec les réels, a façonné mon travail. Et donc cette idée de transformation me touche particulièrement. Et là on voit un détail d'une pièce que vous pourrez aller voir sur le stand d'Alain Gutarc. Et je peux passer, c'est ça? Voilà, avec cela. Et je disais donc, voilà. Ah, pardon. Ah, si. Pardon, pour revenir en arrière. Ok. Mais bon, que je vous montre seulement. Déjà, il y a dans ce livre qui s'appelle sans titre Faille, cette idée de séparation. Dans cet objet, bon, j'ai pris la ligne équateur, donc ça fait, peut-être vous connaissez les mondes selon les surréalistes. C'est une représentation proposée par les surréalistes en 1929. Donc la ligne équateur, que c'est une ligne qui est représentée comme un parallèle zéro qui divise deux hémisphères. Ici, elle est représentée comme une ligne ondulée. Donc du coup, l'effet de dessiner une ligne qui critique un peu cette représentation hégémonique du monde, ça fait que le fait que ça soit ondulé, ça démonte tous les pays. Donc je vous invite aussi à aller voir. Tous les pays sont représentés des dimensions différentes. C'est un mouvement qui donne une représentation statique, mais qui fait voir les choses différemment. Mais donc du coup, cette faille qui est ici, c'est noté, elle était d'une certaine façon aussi réparée avec cette feuille dorée, avec de la dorure, donc qui invite un peu à penser aussi à toute une histoire où il y a toute une projection et del Dorado aussi, et de toute cette expoliation aussi qu'il a eu dans des pays, cette faille aussi dans l'histoire. Donc
Donc je parle aussi des séparations, des schismes, des fractures, mais d'une façon plus large aussi dans l'histoire. Et dans l'histoire, je m'intéresse, je me suis dit aussi pourquoi je m'intéresse souvent à ces fractures justement, à cette séparation, à les non-dits d'une histoire, aux anonymes qui sont dans une histoire plus grande. Et parce que justement, il a eu des fractures, il a eu et que je ne sais pas si j'ai essayé de réparer, ou en tout cas, je ne sais pas si l'art, il peut réparer quelque chose, mais le fait de signaler aussi ces failles, le fait de signaler ces blessures, le fait de signaler ces cicatrices, c'est déjà beaucoup. Et donc, cette idée aussi des transformations et des blessures, je disais que c'est un processus dans lequel, en tout cas, dans mon travail, et surtout dans un projet très précis qui a pris beaucoup d'ampleur et qui s'est fait de beaucoup de pièces, et je n'ai pas pu peut-être faire face directement à la réalité d'une histoire, à la réalité d'un vide, à la réalité aussi d'un non-dit dans la famille qui a touché un chapitre obscur, un point aveugle aussi de l'histoire de mon pays. Et je ne pouvais pas le confronter directement, donc je suis partie par la fiction, que l'art aussi nous permet d'aller. Donc je suis partie pour le côté, pour pouvoir joindre aussi la réalité qu'à la fin nous rattrape. Et donc avec cette idée de... j'étais... Ah pardon, excusez-moi. Je pense que je n'aurai pas le temps de lire, mais il y avait un extrait. Je suis très touchée pour ce qu'il dit, Sarah Ahmed, dans un livre qui s'appelle la politique culturelle des émotions, où elle parle justement de cette idée des blessures. Et peut-être je me trouve aussi dans ces mots, dans lesquels elle dit la bonne cicatrice, c'est pas celle qu'on dit qu'elle couvre et qu'il ne nous laisse pas voir la blessure. La bonne cicatrice, peut-être il faut la voir, c'est elle qui façonne notre corps et qui n'est pas fait pour les couvrir vraiment, sinon pour nous rappeler comment l'injustice qui a créé cette blessure, elle agit dans notre présent. Et je pense que c'est là aussi, signaler dans les présents aussi des blessures, n'est pas effacer. Je pense que c'est impossible de pouvoir, si on les voit dans ces façons, la bonne cicatrice, pas comme les chirurgiens, ils disent aussi, c'est celle qu'on ne voit pas du tout, on va les faire comme si c'était avant. Mais dans une réparation, quelque chose qui est cassé, quelque chose qui est divisé, on va voir cette tentative de pouvoir les recoller. Et quelquefois aussi, ça manque des morceaux, et on voit ces vides qui sont là. Et dans mon cas et dans ces projets, qui maintenant il a eu une exposition aux rencontres d'Arles et qui maintenant ça devient un film, parce que j'ai ouvert une boîte de Pandora dans cette... Et s'appelle Carmen. Je vais dire dans très peu de mots, mais il s'agit aussi de ma tante maternelle, qui dans les années 80, elle a décidé de faire, elle nous a dit à toute la famille, ses enfants, son mari, qu'elle partirait faire des études en Europe. Elle est partie et on a reçu des lettres qui nous racontaient son voyage. Jusqu'à les lettres, ils sont arrêtés de venir. Et dans la côte de l'Équateur, elle s'appelait Myriam, ma tante. Et dans les côtes de l'Équateur, on a trouvé deux corps d'une certaine Carmen et de quelqu'un d'autre qui s'appelait Roberto et qui correspondait en fait au corps de ma tante. Et donc ma famille, mes parents, ils sont fait sont cherchés un peu ce qui s'est passé derrière. Et ça touche aussi la vie politique d'une toute une génération. Dans les années 80, c'est de mes parents aussi. Et en fait, ma tante, elle n'est jamais allée en Europe. Elle s'est cachée dans la côte de l'Équateur pour rejoindre un mouvement révolutionnaire dans la clandestinité. Et c'est pour ça que Myriam, en fait, elle est devenue Carmen. Elle a changé toute une vie pour créer ce mouvement révolutionnaire qui, des années plus tard, ça allait devenir un grand mouvement révolutionnaire en Équateur. Mais elle était une des victimes qui était assassinée tout au début de cette histoire. Donc, cette histoire qui était un tabou dans la famille, ça devenait de plus en plus. On pensait qu'elle était morte en Europe aussi.
Et on a grandi avec mes cousins, ses enfants, et avec ces vides. Et que d'une certaine façon, ça façonnait aussi, je me rends compte maintenant, mon travail. Et donc cette obscurité, donc là je vous montre seulement des images qui correspondent à différents travaux. Et je ne vais pas rentrer trop en détail, mais ça m'aide à aborder cette idée peut-être de la réparation que je viens de nommer sur cet angle-là, sur ces cicatrices. Et est-ce qu'il y a cette idée de la réparation en replongeant dans des archives familiales, en superposant aussi cette partie de l'histoire même de l'Équateur qui était très peu abordée, et le troisième chapitre, c'est finalement une fiction qui fait que justement ça permet de retrouver Carmen, mais en Italie. Oui, l'idée c'était de jeter un peu d'histoire, des lumières, comment jeter un peu de lumière à cette histoire obscure, ou comment à tâtonnement, on dit, c'est guidé pour le peu de lumière. Donc, ici, c'est une tentative de jeter de la lumière dans un tas d'images dans lesquelles seulement les passages de la main, des gestes, dévoilent les images. Et donc, oui, à partir de cette histoire familiale. Et j'ai plongé sur des photos qui m'ont toujours accompagnée quand j'étais petite, quand je suis arrivée en France. J'avais dans ma valise très peu de choses et 4 photos, dont une de ces photos. Je vous demande de bien la regarder. Il y avait d'autres photos aussi, comme ici. Ça date de 1981. Et donc, il y a un élément qui est central dans tout ce salon de ce souvenir des familles, que c'est une image. Alors, cette image, elle correspond, peut-être vous connaissez, à un tableau qui s'appelle Il Quarto Stato de Giuseppe Pellizza de Volpedo. Et donc évidemment l'original, les tableaux, parce que ça c'est une affiche qui s'est trouvée chez mes parents et se trouve à Milano, ça fait 7 mètres pour 4 mètres. Et il a commencé Pellizza de Volpedo en 1890, ça a pris 10 années pour finir ces grands tableaux d'une grande beauté. Et voilà, donc j'étais à la Galleria Nazionale d'Arte Moderno, j'ai vu quelques esquisses de ces tableaux et tout de suite je suis allée dans les tiroirs de mon atelier, j'ai trouvé cette photo. Je me suis dit, voilà, ça c'est les liens qui va me permettre peut-être suivre ma tante Myriam, qui est devenue Carmen, dans sa fiction aussi. Donc j'ai suivi l'hypothèse absurde qu'elle a créée. J'ai décidé de la suivre en Europe et j'imaginais donc de la suivre en Italie, parce que ces tableaux, elle habitait à côté de nous, elle avait vu ces tableaux. Les enfants qui sont juste à côté, c'est aussi les enfants de Myriam et mes frères, donc on a grandi ensemble. Donc j'imaginais que ça, c'était justement, ces tableaux, c'était une fenêtre pour la suivre et pour imaginer donc comment une équatorienne, dans ses vingtaines d'années, dans ses 26 ans, qui arrive en Europe, dans les années de plomb aussi, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Donc c'était c'était comme donner un pas seul. C'est une image d'une des vidéos que j'avais fait. Et donc voilà, comment coller les morceaux, pour où les suivre, comment les faire. Donc comme je disais, je partis par la fiction. Et la fiction, donc c'était aussi comment voir cette femme, la trouver dans un lieu où elle n'était jamais allée. Donc c'était suivre les fantômes d'une femme où je savais que je n'allais pas les trouver. Mais alors qu'est-ce que j'ai trouvé à sa place? C'est les pressants aussi. C'est d'autres mouvements qu'elle aurait pu joindre, des mouvements féministes, de différents mouvements. Donc j'ai suivi aussi les pressants. J'ai suivi, donc il y a beaucoup de photos, des vidéos, j'ai suivi aussi ce qui était là dans la rue, la présence des femmes, qui a beaucoup plus de présence maintenant dans ces manifestations. Et en la suivant par la fiction, où elle n'était pas là, et j'ai arrivé à la réalité. J'ai creusé de plus en plus dans la réalité, parce que je devais savoir quand elle a disparu, comment il était tué, c'est quoi ses mouvements. Et c'est là aussi où les fantômes se sont révélés et je me suis rendu compte que j'avais mis mon doigt dans une blessure des familles, mais aussi une blessure de l'histoire de mon pays.
Donc, les films qui sont en train de faire, ça prend base de cette double chemin entre la fiction et la réalité, cette femme double aussi, et qui me ramène à l'Équateur. Bon, là, c'est des tirages dans la commune où elle était disparue. Et quand j'ai filmé, quand j'ai dit un peu aussi, je pense qu'on est dans l'art aussi, et on peut se permettre avec la poésie, avec l'art justement, la fiction, d'aborder des choses qui peut-être sont difficiles à les faire, mais il a les réels toujours, l'accident, la fracture justement, cette cicatrice qui est là. Et quand j'ai commencé à filmer, en retournant, les fantômes ils sont apparus. J'ai commencé à filmer par exemple ici dans la commune où elle a disparu, où elle était assassinée, et il a eu un problème mécanique avec ma caméra de 16 mm. Et donc c'était comme si la pellicule s'est échappée, comme la réalité elle essayait de s'échapper. La seule façon de pouvoir faire un arrêt, c'était un arrêt de l'image. Donc ici c'est 1 seconde de film arrêté, 24 images qui donnaient, qui était la seule façon de jeter un peu plus de lumière sur cette histoire. Et après il y aura tout un film, peut-être je ne vais pas le faire. Oui, les projets continuent, la recherche continue, et comme je disais, comme ici, voilà, c'est les cicatrices qui surgissent là, et il y a toute une série aussi de photos, dont vous pouvez voir dans le stand, où il s'agit aussi peut-être, je vais mettre peut-être l'image qui était aussi là pour finir, ou aussi comment faire maintenant, avec ces cicatrices de l'histoire, ces fractures, cette séparation, et comme une réparation, justement. Les choses, ils ne vont pas s'écoller comme ils étaient avant, mais au moins, on signale. Et là, dans le film, mais aussi ce qu'il fait, c'est que c'est une histoire obscure de ma famille, mais aussi c'est comment, dans le passé, les dictatures en Amérique latine, beaucoup, ils sont continués à agir sous la démocratie. Et maintenant, c'était une des victimes. Sous la démocratie, elle était assassinée. Donc, comment je vais aborder ça en gardant aussi cette possibilité de pouvoir raconter quelque chose qui ne va pas être complet, où il y aura toujours des séparations, des blessures. Et comment faire peut-être, face à ça, avec ces vides. Donc je pense qu'il ne s'agit pas d'effacement, tout au contraire, peut-être jeter un peu plus de lumière ou être plus dans l'obscurité pour voir mieux les lumières qui nous amènent à pouvoir réparer. D'accord, merci. Mehdi Georges. Mais justement, revenons au prénom, Stéphanie, Oui. qui est important en fait, parce qu'il fait partie aussi d'une réparation, parce que je pense que comment on s'appelle, comment on se dénomme, qui est parfois un peu rendu dans la confusion. Alors mon prénom est lié à un territoire qui est plus proche que les Amériques, et donc du coup on a parfois l'impression que des mots qui ont la consonance qu'on connaît, comme des médis, comme des choses, sont plus associables et on se trompe plus facilement avec ces noms-là. Et ça a finalement un rapport avec la colonisation, avec notre passé aussi, où on pense connaître et donc du coup on fait moins attention. Et justement, c'est dans cette question de réparation, et pour une personne dans le public qui s'appelle Hélène Lacharmoise, qui est ici, connaît très bien, ça a été ma première galerie, c'était la première personne à me défendre en France ici, a connu aussi tous ces devoirs de réapprendre aux personnes comment je m'appelle, et le sens aussi de mon prénom, qui est mon prénom et aussi une histoire qui est portée par celle de mes parents, qui ont choisi de me donner ce prénom-là et qui a fait qui je suis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'insiste d'une manière assez légère sur mon prénom, mais le prénom est quand même déjà à la base, je trouve, assez important, comme sur les fautes d'orthographe de nos prénoms en artistes, etc. Je trouve que c'est intéressant de repenser ça. Alors moi, par rapport à la réparation, j'ai un rapport assez conflictuel, on va dire, avec ce terme-là. On va dire que mon conflit va commencer même avec un autre terme, on va dire, c'est le terme de résilience. C'est-à-dire que, non, je veux dire mon conflit à moi, je veux dire. C'est-à-dire que
résilience ou réparation, ça serait peut-être même accepter qu'on a été victime et prendre son statut en tout cas de victime et d'accepter finalement que ce qu'on a vécu fait partie justement de ce qui doit être réparé. Et en fait, c'est ça aussi qui moi, me pose des problèmes sur cette thématique de la réparation, c'est quel est notre devoir à nous de devoir réparer quelque chose qui a été abîmé par quelqu'un d'autre, ou par une autre société, ou par des guerres, ou par d'autres éléments qui sont indépendants de notre propre volonté. Et c'est pour ça justement aujourd'hui que ce terme de réparation, moi je me demande surtout, il est vers qui, il est pour qui, il est avec qui. Et c'est pour moi vraiment très intéressant, au-delà de mon travail même d'artiste, cette thématique m'intéresse énormément à savoir qui on est et où on se place. Je pense qu'ici, dans ce groupe de personnes, on a tous vécu des discriminations, des accidents, on va dire, comme vous avez utilisé le terme tout à l'heure, donc on va se comprendre, mais c'est vrai que peut-être qu'il manque une personne dans ce panel qui pourrait justement être, en tout cas par rapport à mon vécu, mon histoire et mon travail, on va dire, cette image de celui qui a déréparé finalement et amorcé ce processus de réparation. C'est vrai que au niveau de la réparation, alors je ne sais pas pour ceux qui me connaissent peut-être, mon travail a commencé il y a très longtemps par peut-être une initiative de réparation, on va dire, où j'essayais de mettre en place des esthétiques nouvelles qui mélangeaient des esthétiques queer, des esthétiques musulmanes et religieuses. Et que peut-être qu'en créant ces nouvelles images, c'était peut-être une possibilité de réparation, on va dire. Mais pourtant, à l'époque, c'était de la provocation. Et donc, du coup, c'est intéressant comment la provocation devient aujourd'hui un élément de la réparation, parce que ça fait partie de l'histoire et du territoire. Et c'est vrai que j'ai de la chance aujourd'hui que mon travail de l'époque, on le rappelle, on le remet en avant, alors que l'époque où je le faisais était très douloureuse pour moi, alors qu'aujourd'hui il devient nécessaire et fait partie du processus de réparation. Et donc c'est au-delà de, je sais pas, je suis un peu parti dans mes idées parce que j'ai écouté tout ça en fait, et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de repenser notre histoire autant qu'humain, parce que en fait, justement, avec cette réparation et cette question du soin, ça veut dire que les artistes, potentiellement en tout cas, qui ont vécu des choses, donc ça veut dire que l'intimité n'est pas séparée du travail. Alors c'est sûr que je préférais faire un travail d'homme blanc, minimal, séparé complètement de mon identité, à part l'identité religieuse, mais c'est vrai que on est souvent des personnes issues de colonisation ou d'autres pays, ou voire des femmes amenées à travailler sur l'intimité, à ce qui nous a finalement fait amener aujourd'hui en tant que survie, on va dire, à créer des environnements artistiques pour nous-mêmes, finalement, nous restaurer et nous sentir mieux dans un élément dans lequel on vit aujourd'hui. Et là, je suis complètement perdu dans ce que je disais. Mais peut-être que justement, juste pour poursuivre, parce que en fait là, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, cette implication, cette notion de l'intime, finalement, tu le vis aussi parce que tu t'impliques physiquement dans ton travail. Voilà. Et justement, je trouve que encore, je vais comparer, encore une fois, malheureusement, à un artiste, on va dire, blanc, qui fait de l'art minimal. On ne va jamais lui demander des questions sur ses origines. On ne va jamais se tromper sur son prénom. On ne va jamais faire beaucoup de choses parce que justement, mais par exemple, à nous, on va nous dire « Ah, c'est très intime ». Alors, parfois trop intime, parfois pas assez intime. Et on va toujours être dans cette jamais ce niveau égal qui va permettre justement de toujours, on va toujours nous chercher à des endroits et nous mettre en balance et toujours essayer de déréparer ce qu'on a déjà réparé. Et en fait, la réparation, c'est sûr que c'est un perpétuel exercice pour nous, parce que finalement, qu'on le mette en avant dans notre travail ou pas, vu qu'on est amené dans notre travail à la voir en présence, ça veut dire qu'elle fait partie de nous et ça veut dire qu'on est toujours en exercice et que si réparation arrive, comme on a dit, on ne peut pas effacer la colonisation, on ne peut pas effacer le racisme, on ne peut pas effacer l'homophobie, on ne peut pas effacer, etc. Et donc du coup, on ne sera jamais réellement réparé. Et donc ce qui finalement... Pour moi, utiliser le terme de réparation, c'est presque stopper, on va dire,
à un moment, ou alors accepter notre situation, d'où je reviens au terme de résilience, qui pour moi en fait n'est pas du tout acceptable. J'ai pas envie d'être résilient, j'ai pas envie d'accepter là où je suis, et je veux continuer à réparer avec qui je suis, avec qui on a envie de réparer, mais par contre la réparation dans un grand terme, c'est-à-dire dans cet espace ici qui est une foire d'art contemporain, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, c'est sûr que en tant que personne, en tant qu'artiste, en tant qu'environnement, je peux peut-être passer, on va dire. Je vais juste vous montrer peut-être une œuvre. Après, je vous invite à alors, comment on fait pour ça ? Allez voir en vrai. Tu pourras parler de Molenbeek quand même un peu? Ben justement, Ah, voilà. Et donc, justement, donc, on va dire que toutes les années 2015, voilà, j'ai eu beaucoup de, on va dire, je vais dire le terme, même si j'aime pas l'utiliser, pas mal de problématiques liées à mon travail, de menaces de mort aussi, pas mal de complexité, on va dire, à ces images que je créais, et qui m'avaient finalement aussi empêché d'être proche d'une communauté qui me soutenait, mais qui aussi ne m'acceptait pas, on va dire, qui était la communauté à Molenbeek, où il y avait justement des personnes qui se sentaient offensées par rapport à mon travail, qu'ils prenaient personnellement contre eux, dans leur propre réparation, justement. Et donc du coup, il y a eu toute une époque où je me sentais un peu déconnecté aussi, malheureusement, alors que je voulais être connecté avec tout cet environnement-là. J'ai été invité à Molenbeek, donc je tiens bien à parler de cette ville-là. Molenbeek, c'est une ville, c'est un quartier à Bruxelles c'est le quartier avec la plus grosse diversité. Il y a plus de 100, à peu près 100, plus de 100 nationalités différentes, 108 nationalités différentes dans l'espace, dont une grosse partie sont des rifins. Alors on peut aussi reparler de la migration. Qu'est-ce que c'est la migration, la réparation et tout ça. Désolé. Et donc j'ai été invité à faire une œuvre publique dans l'espace public. En tout cas, c'était un concours. Et je me suis dit, alors, avec mon passé, est-ce que j'ai envie de faire une œuvre qui soit juste une œuvre plantée là dans le décor et qui serve à personne et qui ne veut rien dire? Non, j'avais justement envie de repenser aussi les œuvres dans l'espace public, à qui va vivre avec, à qui elles appartiennent finalement dans le futur, et comment elles peuvent aussi survivre à l'artiste ou en tout cas à l'environnement. Et donc assez rapidement, j'ai décidé de faire une sorte d'élément dans lequel on pouvait rentrer à l'intérieur et écouter. Donc j'ai créé, ça fait déjà quelques années où j'ai commencé un ensemble d'œuvres que j'ai appelé la conférence des palmiers, où chaque palmier devient un élément de rencontre ou une partition d'une histoire un peu plus grande, ou qui prend comme métaphore le palmier, comme métaphore nous-mêmes, en tout cas nos déplacements, etc. Et ici, j'avais marché donc, pendant un an avec 7 femmes d'origine, de culture et de religions différentes dans Molenbeek, où elles me racontaient toute leur histoire. Et le but était de faire une œuvre sonore qui allait se retrouver à l'intérieur de cette structure qui est ici, qui s'appelle dans les palmiers, les oiseaux, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, c'est en anglais, donc c'est difficile de traduire. Et en fait, ce qui était assez beau, c'est justement à ce moment-là, et cette marche et cette rencontre avec toutes ces femmes-là, il y a eu un moment charnière, on va dire, dans ma relation avec Molenbeek, qui a fait qu'elles ont créé cette réparation, en fait, pas artistique, mais vraiment urbaine, on va dire, et humaine. Et elles ont permis aussi de reconstruire un endroit qui avait été peut-être abîmé par ma colère ou par l'envie d'être par ma colère de l'époque finalement. Et ensemble, ces femmes, elles se sont réappropriées cette œuvre-là. On entend leur voix à l'intérieur, on entend les sons de Molenbeek à l'intérieur. Et aujourd'hui, c'est elles-mêmes qui font le tour de cette œuvre-là, qui parlent de cette œuvre-là dans tout le quartier, et c'est devenu un élément qui leur appartient à eux. Et là, on peut parler de réparation pour moi totale, parce que justement, il y a l'art, il y a l'humain, il y a et les autres. Voilà. Et ça c'est pour moi très important. Voilà. Bien sûr. Et alors là, tu as, pour cette œuvre-là, choisi le palmier, qui est donc un motif qui est apparu il y a peu avec justement cette conférence des palmiers.
Mais tu le charges de énormément de symbolique et de sens. Peut-être que tu peux expliquer justement pourquoi le palmier est intervenu dans ton travail. Alors justement, on va peut-être reparler sur la question de la colère, et c'est vrai que mes travaux précédents étaient assez directs et conflictuels, on va dire. Je prenais des éléments, je les mettais ensemble, je voyais que ça ne marchait pas, mais j'essayais de garder cette histoire qui ne marche pas pour justement pouvoir énoncer ou dénoncer des choses, mais la colère était le moteur. Et c'est vrai qu'à un moment, avec le temps, avec l'âge, je ne sais pas, la sagesse d'hier soir, non je rigole. Et on a envie d'autre chose, on n'a pas envie d'enlever l'aspect politique de son travail, bien que parfois on a envie que les conséquences soient moins douloureuses, mais parfois on essaye de trouver des systèmes, des chemins pour garder cette essence, parce que pour moi c'est important d'avoir un engagement dans mon travail, et donc du coup trouver des autres chemins, on va dire, que la colère, que pour s'exprimer. Et c'est vrai qu'assez rapidement, donc ces dernières années, j'ai trouvé que les questions des métaphores étaient un moyen assez efficace, on va dire, que pour toujours emporter ces questionnements d'engagement, de migration, de colonisation ou autre. Et au tout début, j'avais fait des œuvres qui étaient en référence à un livre qui s'appelle La Conférence des oiseaux, qui est un livre soufi écrit par Attar dans l'an 1000 et quelques, qui est un traité sur l'humanité. Je vous conseille de le lire, c'est un livre extraordinaire qui ne parle pas que de la religion, mais c'est une quête spirituelle qui prend comme référence, c'est un appel à tous les oiseaux de la Terre qui sont appelés à venir chercher, trouver le guide spirituel, le Sigmour, l'oiseau d'or, et donc du coup ils partent tous comme Ulysse à cette recherche-là. Ils vont tous ensemble à différents endroits, et puis finalement comme ils sont directement la métaphore des êtres humains, très peu finalement arrivent jusqu'à la fin, parce que certains se perdent, certains sont pris par leur cupidité, par autres événements, etc. Et à la fin, il n'y a que 70 oiseaux, dont Sigmour, ça veut dire, en fait, si on traduit, c'est 30 oiseaux, pardon, 30 oiseaux. Et donc du coup, quand ils arrivent à la fin de leur chemin, qu'est-ce qu'ils voient comme oiseau d'or et comme Sigmour? C'est leur propre reflet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement, ils ont fait tout ça pour se retrouver eux-mêmes. Au-delà de la portée spirituelle du livre, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est la métaphore, finalement, que ces oiseaux prennent directement dans la migration des êtres humains. C'est-à-dire que quand on prend des oiseaux, on les voit migrer en groupe, et donc, du coup, on arrive finalement assez facilement à faire cette métaphore sur nos propres déplacements et nos migrations. Ce que j'avais envie, c'était à un moment de prendre un autre élément qui a besoin d'être migré, ou en tout cas d'être accompagné dans son déplacement. Et c'est là où en fait le palmier est arrivé assez facilement. Le palmier, c'est une plante qui a plus de 100 millions d'années. Elle a connu les dinosaures, elle a connu nos grands-parents, elle a connu, c'est une herbe sauvage en fait. Et qui finalement a connu beaucoup de choses et nous connaîtra sûrement après, j'espère. Et donc du coup, ce que je voulais justement avec ce palmier, qui est cette plante qui paraît parfois très incongrue. Par exemple, en Arabie Saoudite, on a l'impression que le palmier fait partie du décor depuis toujours, mais il est arrivé il y a 5000 ans seulement. Et donc c'est intéressant finalement quand on reprend une plante et une botanique, qu'on peut repenser l'agriculture coloniale, le déplacement colonial, l'esclavagisme, mais aussi la carte postale, le repos, le soin qu'on peut avoir sous le palmier, le jus de coco qu'on a dans la bouche. Et donc il y a énormément d'éléments sur le botanique qui va peut-être paraître moins politique avec mon travail, mais qui, moi, me permet de pouvoir brasser en tout cas tous ces éléments et garder un élément très engagé. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, la transition, c'est que les artistes ont un rôle justement dans cette question de la réparation, mais des institutions aussi, comme va nous l'expliquer donc Julie, avec le Fonds d'art contemporain de la ville de Paris en fait. Donc oui, en fait, est-ce qu'on peut avoir la dernière Mon intervention va se situer en fait vraiment d'un point de vue plus institutionnel,
puisque je représente le Fonds d'art contemporain de la ville de Paris. Et à ce titre-là, on bénéficie d'un stand sur cette foire que je vous invite à aller découvrir demain ou après l'intervention. G5, tout au fond là-bas. Et donc, je vais vous dire un mot quand même du Fonds d'art contemporain, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué d'appréhender le sujet. Juste dire que voilà, nous, ce beau thème et vaste thème de la réparation, on a voulu s'en emparer d'un point de vue d'une réparation donc institutionnelle, et comment porter un nouveau regard sur notre histoire et sur nos collections. Donc le Fonds d'art contemporain de la ville de Paris a une histoire assez ancienne, existe depuis le 19e siècle. Et donc la ville de Paris achetait déjà des œuvres aux artistes à cette époque-là, soutenait les artistes, achetait au Salon de la ville de Paris. On a une histoire qui croise l'histoire des musées de la ville de Paris, mais nous ne sommes pas affiliés à ces musées-là aujourd'hui. Nous sommes dépendants directement de la direction des affaires culturelles. Et le Fonds d'art contemporain, c'est une équipe d'une quinzaine de personnes et qui gère une collection qui est quand même riche de plus de 23 400 œuvres. C'est assez conséquent puisqu'il y a eu énormément d'œuvres achetées au XXe siècle. Donc on s'appelle Fonds d'art contemporain, mais en fait on hérite d'une histoire largement constituée au XXe siècle. Il y a à peu près 17 000 œuvres modernes sur les 23 400. Alors les missions principales du fonds aujourd'hui, il y en a 3. Tout d'abord, c'est le soutien à la création contemporaine, donc par le biais d'une commission d'acquisition annuelle. Donc il y a une commission avec des membres du jury qui se regroupent, et puis voilà, on achète une trentaine, une quarantaine d'œuvres d'artistes émergents, émergentes, mais pas seulement, des artistes aussi plus établis, différents niveaux de carrière, tout médium possible et inimaginable. Et ces œuvres, alors elles ne sont pas montrées dans un lieu d'exposition, parce qu'on n'en a pas. On n'est pas un musée, on n'est pas un centre d'art, mais on a un fonds. Et en fait, les œuvres, c'est la deuxième mission. On les diffuse massivement, largement, en direction de différents publics, principalement sur le territoire parisien, un petit peu en Île-de-France. On diffuse beaucoup auprès du public jeune, public scolaire. Donc là, on dépose des œuvres depuis la crèche jusqu'au collège dans les établissements. Plusieurs œuvres à chaque fois. On travaille avec une trentaine d'établissements par an. Et donc ce ne sont pas uniquement des dépôts, les œuvres elles sont animées presque quotidiennement, parce qu'on fait intervenir les artistes, ceux et celles qui le veulent bien, pour venir présenter leur travail auprès des publics, les rencontrer, créer des ateliers de création pour les enfants. Voilà. On fait venir aussi des conteuses qui là c'est ce qu'on voit sur l'image, qui font vivre ces œuvres. Donc on travaille avec les scolaires, on travaille aussi avec le public dit du champ social, avec les centres d'hébergement d'urgence, avec des hôpitaux, des EHPAD, dans lesquels de la même façon on dépose des œuvres et on essaie de créer une histoire, un lien entre les artistes, les œuvres et les personnes les résidents de ces lieux. On travaille aussi beaucoup avec les bibliothèques et médiathèques de la ville de Paris, où là on propose des formats de petites expos thématiques qui sont construites avec les partenaires. Et donc là, il y a, disons, le grand public qui fréquente les médiathèques, qui peut venir découvrir les œuvres du fonds. Et puis il y a un troisième programme qui s'appelle Collection Collège, qui est assez récent, donc qui est ciblé sur les collégiennes collégiens. C'est des petits groupes, c'est juste 2 ou 3 classes par an, avec lesquels donc il y a vraiment une découverte de l'art contemporain pour ces jeunes, et puis ils vont faire une prospection dans les ateliers d'artistes, dans les galeries, pour identifier des démarches artistiques qui les stimulent, qui leur parlent, et qui vont vouloir défendre pour une commission d'acquisition qui leur est dédiée. Et donc là, à l'oral, ils présentent leur argumentaire, pourquoi c'est important que ces œuvres rentrent dans la collection de la ville de Paris, pourquoi c'est important qu'on les achète. Donc ils ont un rôle actif dans cette politique culturelle publique. Et ces œuvres, une fois achetées, elles vont être déposées dans un premier temps dans les collèges pour être empruntées par les élèves et par leurs familles, comme une petite artothèque, avant de rejoindre la collection du fonds.
Donc voilà, ça c'est un vrai travail de diffusion, vraiment hors les murs de la collection. Principalement, là, la collection contemporaine, mais pas uniquement. Et puis la troisième mission, c'est la gestion et la conservation de ce fonds. Je le redis, un fonds quand même très, très, très important en termes de nombre d'items. Et donc la conservation, c'est la documentation, mais c'est aussi la conservation préventive, les restaurations, les prises de vue, le récollement, le travail sur l'inventaire. Voilà. Donc voilà en gros comment le Fonds d'art contemporain fonctionne. Et donc on bénéficie d'une présence sur cette foire depuis, c'est la 2e année. Et donc la réparation institutionnelle à laquelle on s'est attelé en fait vient du fait que ce travail-là, cette expérience-là nous a permis de redécouvrir une partie de notre collection moderne, donc des œuvres achetées au cours du XXe siècle, dans un contexte administratif, hérité de l'époque coloniale. Et on a eu envie de se pencher sur ces collections-là, donc des œuvres à la fois réalisées par des artistes français, mais aussi par des artistes originaires de pays en Afrique, de Madagascar, du Brésil, des Caraïbes, pour voir quels étaient leurs points de vue, leurs regards, leurs positions à ce moment-là, et comment on pouvait confronter ces regards-là aux regards d'artistes français qui, eux, bénéficiaient de bourses de voyage soutenues par l'administration coloniale et se déplaçaient dans l'empire colonial. Et voilà, donc on a voulu confronter ces regards-là et aussi les confronter évidemment au regard des artistes contemporains, puisque ça fait vraiment partie de notre ADN, et donc de trouver des contrepoints pour des artistes issus de parcours de diaspora, de migration, mais qui vont parler de ces histoires-là de façon très très différente, par le biais de l'archive, de la documentation, ou alors de façon beaucoup plus personnelle, beaucoup plus sensible, en faisant appel aux ressources de l'histoire, en travaillant sur le corps, sur les savoir-faire artisanaux. Enfin, voilà, donc en fait cette expérience-là, c'est vraiment une tentative modeste pour nous de relire cette collection, de mettre le doigt sur des pans de l'histoire qu'on ne connaissait pas, puisque nous, on n'est pas forcément non plus spécialistes des études postcoloniales. Donc c'est pour ça qu'on a fait un gros travail de documentation, de recherche, et puis on s'est entouré aussi d'experts et d'expertes, notamment Joël Zouna, que je vois qui est présent dans le public, qui est un chercheur doctorant à l'INHA, spécialiste dans le domaine postcolonial, qui nous a accompagnés. On a aussi travaillé avec des collègues du Quai Branly, du CNAP, mais aussi on a aussi voulu avoir le point de vue de personnes directement concernées aujourd'hui par les territoires concernés, donc des proches de membres de l'équipe du fonds qui ont des contacts avec des personnes qui ont vécu au Sénégal, en Côte d'Ivoire par exemple, et qui ont pu nous donner leur point de vue sur tel type de maquillage, de coiffure ou de bijoux qu'on pouvait retrouver dans ces représentations. Donc on a essayé vraiment d'ouvrir les pans de cette collection, de s'interroger sur comment montrer des représentations aujourd'hui orientalistes, colonialistes qui dérangent, qui ont suscité le débat même en interne au sein de l'équipe projet, parce que c'est vraiment un travail collectif. Et c'est par le travail de recherche et de documentation qu'on a construit cette légitimité à pouvoir montrer et parler de ces œuvres-là. On a fait aussi attention de ne pas tomber dans le manichéisme et de rester dans la nuance, parce que la réalité était nuancée. Par exemple, tous les artistes qui se revendiquent qui veulent montrer leur affirmation d'artistes noirs à cette époque-là, tous les artistes n'étaient pas alignés sur la même position. Il y a des artistes qui ne se reconnaissaient pas forcément dans cette direction-là et qui ne voulaient pas être réduits, entre guillemets, à revendiquer une étiquette d'artiste noir, comme
Iba Ndiaye par exemple. Et puis autre découverte, c'est que des artistes femmes qui n'arrivaient pas à vivre en France et qui étaient dans des conditions économiques compliquées ont pu bénéficier de bourses de voyage de l'administration coloniale, de la Société coloniale des artistes français, et grâce à ça, elles ont pu développer leur carrière, leur création, et en vivre. Donc voilà, les choses sont nuancées, contrastées, et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un exemple des représentations parmi les plus anciennes qu'on montre pour la première fois sur le stand, qui n'ont jamais été montrées, qui ont été restaurées, redécouvertes à cette occasion. Donc 2 artistes français, donc là pour le coup soutenus vraiment par l'administration coloniale, reconnus à cette époque-là, qui ont voyagé alors pour Lucien Madrassi au Mali, au Sénégal, et puis pour François de Hérin plutôt au Maghreb, et qui ont rendu des représentations pour Lucien Madrassi assez idéalisées, mais stéréotypées, synthétisées, et pour François de Hérin, des représentations aujourd'hui qu'on juge vraiment très stéréotypées, puis avec des titres qui annulent en fait l'identité complètement du modèle, puisque c'était Les Aveugles de Fès ou Aveugles de Fès. Et donc on a fait aussi un travail sur ces titres, et grâce à la documentation recherche, on a découvert qu'il y avait des inscriptions sur ces œuvres qui permettaient de retrouver, de réattribuer le nom des modèles. Donc voilà, exactement. Voilà, François de Hérin, aveugle de Fès, va peut-être devenir Mohamed Ben Aïssa. Pour Lucien Madrassi, il y a eu une exposition dans les années 20 au Musée des Arts Décoratifs où il a présenté toute cette série de pastels. Et on s'est rendu compte que ces œuvres, qui pour nous étaient nommées type de la France coloniale, avaient chacune un nom avec le prénom de la personne et souvent l'identité de son groupe ethnique, enfin en tout cas attribuée. Et cette mémoire-là avait été effacée, perdue par l'administration artistique, par la ville qui a acheté ces œuvres. Donc on a fait ce travail-là, et qui est sans fin en fait, voilà, maintenant on se pose des questions de modifier certains titres dans la limite des connaissances qu'on peut rassembler. Donc là c'est juste une slide pour vous montrer ce travail, ces hypothèses de nouvelles attributions, avec les titres sur la gauche qui sont prélevés du livret d'exposition, et sur la droite les arguments, c'est-à-dire à la fois les retours des personnes qui ont vécu ou qui vivent au Mali, au Sénégal, qui ont pu nous faire des retours sur ces représentations, et puis des experts du musée du Quai Branly qui ont tout un autre point de vue, mais donc on essaie de recouper les choses pour avancer dans la connaissance de ces œuvres. Je vais m'arrêter, mais en tout cas je vous montre, je vous fais passer rapidement des œuvres qu'on montre actuellement sur le stand, des œuvres ici donc d'artistes contemporains et qui travaillent ces histoires-là, donc là par le biais de l'archive documentaire, des mots, du langage quand il fonctionne ou quand il ne fonctionne pas, pour Myriam Mindou, pour qui la langue peut être un outil de réparation, de lien entre les humains, mais aussi de violence et de domination dans le contexte colonial par exemple. Et puis avec Nidal Chamek ici qui est partie de représentations de soldats africains qui étaient intégrés à l'armée française et qui ont été complètement invisibilisés, en leur redonnant ici une identité et en assemblant des parties de visage hybrides pour leur redonner une forme d'identité nouvelle, inédite. Donc il y a des artistes issus vraiment de pays différents. Ici 2 artistes femmes de l'époque moderne, donc avec des acquisitions dans les années 30, 40, 50. Germaine Casse, qui est née en France, mais qui avait un père guadeloupéen et une mère sénégalaise, et qui a passé une partie de son enfance en Guadeloupe avant de vivre en France, et qui a eu un rôle vraiment
promotion des artistes antillais, qui les a beaucoup fait connaître, qui a ouvert un atelier à Paris où elle a fait venir des jeunes artistes antillais. Mais en même temps, c'est une artiste qui avait, de par ses relations politiques de sa famille, mais en fait, elle avait un appui vraiment fort de l'administration coloniale et elle adhérait complètement au discours assimilationniste et colonialiste. Donc c'est une figure complexe, à la fois qui a fait beaucoup pour promouvoir cet art-là et en même temps qui était aussi formatée par cette époque-là, par ses relations, par son niveau social. Voilà, donc c'est une figure à redécouvrir. Et Victoire Ravalomanana, une artiste et diplomate malgache. La ville de Paris lui a acheté plusieurs œuvres. Elle a fait aussi énormément d'expositions en France et a fait beaucoup pour la découverte et la promotion de cet art à Madagascar, notamment dans le contexte de l'indépendance de l'île. Et ici, sur cette œuvre, on voit une plante qui s'appelle Croton de Tamatave, qui est une région à Madagascar. Et on sait que dans son appartement parisien, il y avait énormément de plantes exotiques. Et cette plante, c'est une plante qui se bouture extrêmement facilement. Et c'est aussi un petit peu pour nous un symbole de ses déracinements, de ses déplacements, de ses voyages, de cette plante de Madagascar qui se bouture à Paris. Donc là, on a mis une œuvre en regard de Fabiana Exouza, une œuvre vidéo de cette artiste brésilienne qui a, par décret poétique et politique, expurgé son ancien nom d'esclavagiste, hérité de ses ancêtres esclavagistes portugais. C'est pour ça qu'elle s'appelle Ex-Souza. Voilà. Et qu'il a fait une vidéo sur les boissons de guérison et de fertilité. Elle fait une sorte d'enquête un peu très personnelle aussi, un peu magique, sur un marché à Belém, où elle recueille une quantité de boissons vendues sur le marché et qu'elle intègre à son propre corps. D'accord. D'autres exemples, donc Kenny Duncan, qui a fabriqué cette parure qui s'appelle Mwen Pare, qui veut dire à la fois je suis paré, je suis prêt, un artiste guadeloupéen, et cette œuvre elle symbolise un petit peu son arrivée à Paris, ses débuts à l'école des Beaux-Arts et ses craintes en tant que jeune artiste qui essaie de s'affirmer dans cette ville et face aux autres artistes, et qui crée cette armure mais qui est à la fois un bijou magnifique en écrou en acier et collier de serrage en fil de nylon, qui peut être porté lors de performances par l'artiste, qui travaille beaucoup sur son propre corps et qui a été très inspiré par les carnavals antillais et les parades où il peut y avoir ce genre de vêture. Voilà, donc l'œuvre est présentée sur le stand. Je vais vous laisser découvrir. Voilà, c'est la dernière slide. Tout à l'heure, on parlait du fait de laisser de ne pas détruire les témoignages de l'histoire coloniale qui gênent aujourd'hui, et toutes les questions de déboulonner les statues, etc. Moi, je trouve que le travail d'Emeka Ogbo a un discours vraiment à la fois puissant et subtil sur cette question-là, puisqu'il s'insère dans ce contexte urbain, de l'espace public habité par les traces et les marques et l'héritage colonial, notamment ici à Paris, avec une fontaine en hommage à Cuvier, qui était un médecin et savant qui a fait de l'anatomie comparée au XIXe siècle, mais qui a aussi fait des théories scientifiques racistes, qui a notamment travaillé sur le corps de la Vénus noire, Saartjie Baartman. Et donc devant ce monument, Emeka Ogbo y oppose ce buste d'Amfo, qui donc est typique de Lagos au Nigeria, et puis toute une communauté qui représente une diaspora, mais qui représente aussi le voyage, le déplacement, et puis l'affirmation
l'affirmation d'une présence, d'une identité. Enfin voilà, donc c'est pour moi une œuvre très, très forte et symptomatique de ce qu'on essaie de dire à travers cette histoire de réparation. Ok, super. Merci. Peut-être un oui, mot de conclusion. Alors, moi, il me vient une idée que je n'ai pas eue avant, et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que les thèmes, ça n'est toujours qu'un moyen, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la façon dont toutes vous le dépassez. Et il faut accueillir ça, et c'est merveilleux. On ne commande pas les artistes, on lance quelque chose et vous en faites autre chose, et tant mieux. C'est pour ça que c'était bien au moins de mettre ce titre au pluriel avec les territoires. Mais ce qui me vient en vous écoutant tous les trois, c'est le sujet de l'héritage. Voilà, de l'héritage que l'on retrouve, que l'on découvre, que l'on avait pour toi, Stéphania, ancré en soi, et qui vient se révéler à un moment et que tu acceptes. Voilà, et que tu vas même affronter, et de ceux qu'on accepte un peu moins. Voilà, tu disais tout à l'heure, juste avant qu'on se retrouve, c'est que hier soir, il y a un jeune homme, un jeune serveur qui tout d'un coup t'a abordé. Ah, il n'était même pas serveur. Bon, un jeune dans un bar qui va voir Mehdi Georges et qui lui dit, dis donc quand même, ton travail maintenant il est vachement moins politique. Alors je ne sais pas si ça a été tout à fait... Il a 2 fois... j'ai 2 fois 18 ans, pas lui. Et pourquoi j'ai le micro? Mais non, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est vrai que hier soir, entre les deux, j'étais surpris. Je prenais un verre de margarita et j'étais dans ma volonté de boire ma margarita, et d'un seul coup, j'ai été interpellé sur qui je devais être en tant qu'artiste encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un jeune, peut-être fraîchement sorti d'études, a dû sûrement tomber sur mon travail de l'époque qui était très incisif et très présent. Et dans mon moment de détente, on me rappelle que finalement je ne suis plus assez et qu'il faudrait que je redevienne activiste, on va dire. Je pensais donc à l'héritage de son histoire, l'héritage des autres que l'on accepte ou pas, ou l'héritage de soi-même. Voilà, ce qui est quand même un sacré sujet pour les artistes, dont on attend évidemment ce que l'on connaît d'eux, et dont il faut toujours, je pense, accepter ce que l'on ne connaît pas d'eux et ce qui doit advenir. Voilà. Absolument, et je vais revenir là-dessus, c'est que par rapport à l'héritage, on va dire que toute cette époque de mon travail, moi je ne l'ai pas accepté non plus. C'est-à-dire que les conséquences morales, physiques, familiales que mon travail a engendrées, on va dire, ont été hyper douloureuses. Et donc en fait, j'ai dû déconstruire ce travail-là, le mettre de côté, ne pas l'exposer, parce que de toute manière on ne voulait pas l'exposer ici, donc j'avais décidé de le mettre de côté, d'essayer même de l'oublier en fait. Et il y a un moment où on ne peut pas oublier essentiellement ce travail. Comment on fait en fait pour garder son ADN, mais ne plus avoir ces codes-là. C'est comme si parfois on a un artiste, on utilise le même objet pendant 25 ans, et puis d'un seul coup on n'utilise plus cet objet, et on dit ah mais toi tu es l'objet de. Et en fait c'est intéressant justement cette dissociation par rapport à ça. Donc oui, pour me réparer, j'ai dû soustraire mon travail précédent, qui pourtant fait partie d'études de plusieurs PhD à travers le monde, etc. Donc il a une importance dans son histoire, mais pour moi, il a fallu que je m'en détache totalement pour pouvoir me réapprendre et recréer aussi, etc. Donc c'est pour ça que quand on me dit... L'emprise de soi-même, sur soi-même, c'est pas simple. Ok. Peut-être peut-on donner la parole au public, à qui souhaite parler. Bonsoir, vous m'entendez? Je suis la fille de Victoire Raven-Nanous et je vous remercie et je suis très honoré de voir son œuvre exposée. Alors, par rapport au thème de la conférence, si je me souviens bien, ma mère a été la première femme artiste peintre malgache,
Et, et quand elle est venue en France, elle a suivi des cours de peinture et elle a vraiment, en tant que malgache, elle s'est affirmée et a toujours voulu que les malgaches s'affirment aussi. Donc elle a développé beaucoup d'expositions et toujours il fallait que Madagascar soit représenté. Je ne pense pas que la repentance. Je sais pas. Je ne pense pas que donc, si je me souviens, elle a toujours cru en sa bonne étoile et elle a toujours réussi à s'affirmer parce qu'on le lui permettait. Voilà. Qu'elle se l'ait permis aussi. Qu'elle s'en ait donné qu'elle s'est permis aussi ça. Et qu'elle a pris ce pouvoir. Oui, voilà. Et nous, le plaisir aussi de ce travail-là, c'est aussi de nous-mêmes de redécouvrir et de faire découvrir au public des œuvres de notre collection qu'on connaissait mal, qu'on a redécouvert et de remettre un nom sur ces œuvres et de les partager ici. Voilà, ça c'est quand même une sacrée joie pour une institution culturelle, quoi. Il y a quand même quelque chose de joyeux dans la réparation. Alors même si en effet c'est des constats de drame, de manque, de lacunes, de silence, d'absence et bien souvent d'injustice, là c'est tout ce que l'on a abordé ensemble, c'est quand même dans une perspective de justice, mais aussi, je l'espère, de joie. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément joyeux et que ça peut être bien douloureux. Bon, moi, je n'ai pas écouté toute la question, mais je pense que ce qui est intéressant aussi dans cette invitation, c'est qu'il y a cette idée aussi de la réparation qui s'appelle très simple et que ça agisse d'une façon très différente, comme pour une institution, quand on parle des réparations, comme dans la réparation juridique, par exemple, comme, oui, que c'est aussi, et c'est dans le cas, par exemple, de l'histoire que je viens de raconter. Il a eu une réparation qui était proposée aux familles qui avaient perdu leurs familières dont aussi comme des familles comme la mienne qui avaient perdu quelqu'un. Ma famille n'a pas accepté, c'était de l'argent. Et il y a plusieurs figures, évidemment, sont différentes, tout à fait. Il y a juridique, il y a d'autres qui sont là. Donc ça, dans ce sens, c'est symbolique aussi pour les. Mais voilà, c'est très important parce que chacun y a son rôle aussi. L'institution, en tant que telle, il faut faire un travail symbologique aussi dans la réparation. Et je pense que nous, les artistes, voilà, on se confronte de différentes façons et je comprends très bien. C'est pour ça que je dis, par exemple, pour moi, c'est un processus plus qu'un but, une finalité en soi-même, peut-être. C'est ce processus qui fait que ça, voilà, qu'il soit important de faire cet exercice dans la praxis de la réparation. Peut-être qu'il n'aura pas une réparation totale. Rien est comme avant. Mais c'est ce processus. En tout cas, juste pour revenir au thème, alors c'est pas parce que je suis en question avec ce terme que je suis pas contre le terme. Je trouve que justement aujourd'hui, le fait qu'on arrive à un terme qui s'appelle la réparation, ça veut dire qu'on a entamé un processus théorique dessus, qu'on a entamé un processus aussi de donner la parole à des groupes ou à d'autres en fait, qui permettent aujourd'hui d'arriver à cette thématique aujourd'hui. Moi, je vais juste reparler encore de mon expérience, c'est parce que c'est celle que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand je faisais ma carrière, j'avais aucun théoricien queer africain en face de moi comme référence. Aujourd'hui, heureusement, il y en a. Des personnes
des femmes, des personnes racisées, des personnes LGBT à la tête d'institutions. Il y en a peu, mais il y en a aussi. Ce qui fait, c'est qu'aujourd'hui, on peut rentrer dans un dialogue parce qu'on nous a aussi donné les moyens et les outils en fait pour l'avoir. Et qu'aujourd'hui, le terme réparation, il vient pas de nulle part, il vient avec toute une histoire qui a été construite au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas enlever le positif de ce terme-là, c'est qu'on l'a construit ensemble et on va le continuer, on va le maintenir, on va le rendre sustainable. Mais pour ça, il va falloir aussi continuer à être dans la douleur pour pouvoir continuer à réparer. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres personnes souhaitent poser des questions? Alors, moins une question qu'une remarque. On comprend très bien que ce terme réparation légitimise toutes sortes de démarches et je pense que la légitimité de l'artiste n'est même plus discutable aujourd'hui sur son identité, sur les communautés auxquelles il veut faire partie ou pas. Mais en même temps, on n'a jamais autant racialisé que par les temps qui courent. Et il n'y a pas on pourrait donner de nombreux exemples, mais enfin j'imagine que le terme convient à beaucoup de postures que l'on vit aujourd'hui. Alors, il me vient, moi, un petit peu à l'esprit quelque chose qui est lié à la réparation, mais un peu comme l'archéologie. C'est-à-dire que réparer, c'est un peu comme s'il fallait réparer les pots cassés pour en faire autre chose, ou simplement les désigner comme tels. Mais comme l'archéologie peut être préventive, est-ce qu'il n'y aurait pas des réparations préventives à mettre en œuvre? Est-ce que ce n'est pas une guerre d'arrière-garde, quelque part, de réparer comme on le fait aujourd'hui? Parce que c'est comme si on pensait que le colonialisme ou le post-colonialisme était derrière nous. Mais quels sont les nouveaux colonialismes aujourd'hui en cours dans nos sociétés et à travers nous-mêmes, à travers la racialisation ou la racisation qui est une tendance majeure et qu'on retrouve y compris dans le cuir, dans la défense des minorités, quelles qu'elles soient. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui, dans les radicalités à l'œuvre, font que déjà on est un petit peu dans un combat d'arrière-garde et qu'au lieu de faire de la prévention réparatrice par rapport à ce qui est déjà en cours aujourd'hui, on préfère regarder... Alors, je ne parle pas des individus, évidemment, hein, chacun a son histoire, vous l'avez magistralement montré, et c'est même pas à discuter, cela. Mais moi qui suis une personne en fin de vie, j'ai 86 ans, donc l'avenir que je vois s'échafauder aujourd'hui me paraît être extrêmement ressemblant à certains passés, et parfois très anciens. Donc ne faudrait-il pas que les artistes s'emparent aussi de ce sujet et fassent peut-être de la réparation, je ne sais pas si le terme est, mais préventive d'une certaine manière. Désolé d'être un peu l'empêcheur de tourner en rond. Dans un monde idéal, ça serait absolument merveilleux de se dire qu'on s'est débarrassé de certains sujets. La réparation préventive, ça voudrait dire qu'il n'y a plus rien à réparer, ça serait merveilleux qu'il n'y ait plus rien à réparer. Mais sur le sujet que vous évoquez, qui est lié en effet au sujet des races, j'ai pas l'impression que ça s'arrange beaucoup en ce moment. Voilà, hélas. En tout cas, ce qui est important dans cette question de racialisation, c'est pour moi un terme qui a été aussi difficile à entreprendre. Parce que je viens d'une génération où en fait... justement voilà, mais je trouve que justement racialiser, c'est aussi dénoncer, et en fait pour réparer il faut aussi dénoncer, il faut nommer, et en fait cette réparation, moi quand je reparle encore de cette réparation, c'est pas on est en train de réparer que nous-mêmes, on répare notre rapport à l'autre et le rapport que l'autre a envers nous. Et c'est ça en fait qu'il faut... C'est la question du pouvoir et de l'emprise. Voilà. Et donc c'est pour moi, racialiser, c'est aussi énumérer, c'est pouvoir décrire, pouvoir dire il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça a vécu ça, ça a vécu ça, ça a vécu ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'on peut faire avec ça? Et je pense qu'on en a encore à l'énumération, on en a encore beaucoup de choses à énumérer
pour arriver justement à une réparation préventive. Et on est encore un peu loin. Donc j'ai bien peur que vous nous quittiez avec encore beaucoup de problèmes sur cette terre. Mais je suis certain qu'on va essayer de tenir. Le plus tard possible, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'était une Le petite plus tard blague. possible, Oui, pas le plus tard. forcément. Je pense que ça devrait même s'accélérer parce que finir ces jours dans une ambiance aussi régressive qu'aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau. En tout cas, merci de votre présence, monsieur. Merci beaucoup.